bouleversement majeur dans le monde, je vous le disais, avec le développement donc, de l'IA, l'intelligence artificielle, tout simplement parce que les possibilités qu'elle offre semblent juste incroyables, mais les risques d'erreur sont eux aussi très grands. L'IA, vous le savez, pour s'entraîner, a besoin d'énormes bases de données. Or, en santé, un risque de biais de genre existe réellement si les femmes ne sont pas suffisamment nombreuses et les données suffisamment précises dans les bases utilisées. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite donc avec Isabelle Hilali, qui nous rejoint, qui est fondatrice, qu'on peut applaudir, qui est fondatrice et CEO de Datacraft. Datacraft, c'est un club d'experts en IA, 600 chercheurs, 39 grandes entreprises et startups. Et je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Alors, 42 grandes entreprises maintenant, mais depuis peu. Oui, bonjour à tous. Good morning. Santé et est-ce qu'ils sont accentués ou non par l'IA? Je me suis dit que c'était un super sujet et j'ai tout de suite pensé notamment à un des derniers rapports de l'UNESCO sur l'IA générative qui dit que les préjugés sexistes, ils existent dans la société et évidemment, ils existent aussi dans l'IA, voire même ils seraient accentués. Alors c'est évident, hein, il faut absolument considérer ce point de vue, mais j'avais aussi envie de vous accompagner sur une réflexion sur est-ce que l'IA peut aussi nous aider justement à prendre plus conscience de ces biais sexistes et est-ce que ça peut nous aider à peut-être les gommer d'une certaine façon et en tout cas travailler dessus. Donc je pense que les deux sont intéressants. Pour commencer, je me suis dit que c'était un sujet qui intéressait tout le monde et qu'il y avait sûrement plein de gens qui travaillaient dessus. Donc j'ai appelé pas mal d'amis dans le monde de la santé, notamment en France, en leur disant qu'est-ce que vous faites, comment vous adressez ce sujet. Et alors j'étais assez surprise parce que notamment les établissements de santé m'ont dit ah c'est super ton sujet, d'ailleurs on aimerait bien y réfléchir, mais en fait, oui, on sait que c'est un sujet, mais en tout cas, on ne s'est pas questionné sur les solutions d'IA qu'on commence à utiliser, alors modestement, hein, dans la plupart des établissements de santé, mais on ne s'est pas vraiment posé la question comme ça. Et d'ailleurs, est-ce que vraiment on se pose la question des biais de genre qui existent dans nos établissements et de comment on les adresse? Donc c'était intéressant d'avoir ces discussions de la même façon avec les personnes qui sont plus en charge de tout ce qui va être, tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est réglementation des systèmes de santé, m'ont un peu fait la même réponse. Et finalement, ceux qui étaient le plus avancés sur cette réflexion, c'était quelques médecins, chercheurs, en tout cas, bon, je ne prétends pas avoir un échantillon représentatif, hein, mais dans les gens à qui j'ai parlé, ceux qui s'étaient vraiment posé le plus de questions sur le sujet, c'est notamment des professionnels de santé ou chercheurs qui sont sur des pathologies où il y a des vraies différences, en fait, notamment au niveau des symptômes ou, entre les hommes et les femmes, notamment des cardiologues, j'ai un certain nombre de témoignages que je trouvais intéressants, alors je les ai notés et je me permettrai de vous en lire certains, parce que je trouvais ça assez intéressant. Et du coup, peut-être pour commencer, moi je me suis questionnée en me disant c'est quoi les biais de genre? Alors j'avais une idée, mais j'avais envie d'avoir une définition un peu plus, on va dire un peu plus scientifique. Et donc les biais de genre, c'est des biais cognitifs hein, qui sont dus à une représentation inégale des hommes et des femmes dans les informations qui sont données et qui alimentent une décision. Donc, comme on sait que les informations, c'est quelque chose de très important pour construire des algorithmes, on se dit bien que là, il y a un vrai sujet. C'est des préjugés qui sont souvent, enfin même qui sont la plupart du temps inconscients, qui se sont construits au fil du temps avec notamment sur la base d'une éducation, d'un milieu culturel, mais aussi d'expériences vécues. Et ça nécessite de la part de chacun un vrai effort en fait pour prendre conscience de ces biais de genre et pour les accepter pour soi, parce que souvent on se dit oui il y a des biais de genre mais moi j'en ai pas, mais si on veut vraiment travailler dessus ça nécessite un véritable effort en fait. Et pourquoi finalement pourquoi on s'interroge sur ces questions-là? Parce que d'une part ça peut contribuer à un modèle de société plus juste et plus durable, mais aussi parce que ces biais de genre ils amènent en fait
des effets potentiels inattendus et auxquels on n'a pas pensé. Donc pour toutes ces raisons-là, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Je sais qu'il y avait une intervention juste avant de, je ne sais pas si elle est toujours en ligne, mais de l'OMS. Mais en fait, dès la fin des années 80, l'OMS a beaucoup théorisé ce sujet-là, a écrit beaucoup de choses. Donc je suis retournée aux sources pour voir ce qui avait été écrit, puis ce qui était écrit depuis. En fait, les biais de genre, on les retrouve dans le système de santé un peu, je dirais, un peu à tous les niveaux. Donc à la fois dans tout ce qui va être prévention, et on voit que c'est assez peu documenté. J'étais très étonnée, vraiment, je pensais trouver beaucoup plus de choses. J'ai trouvé des travaux récents pour la France de 2022 sur une cohorte, en fait, dans un centre de prévention cardiovasculaire, où on sait qu'il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes. Et du coup, ce qui apparaissait, c'est qu'il y avait finalement une sous-représentation de femmes dans la cohorte. Et visiblement, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, même si on voit que voilà, il y a beaucoup d'efforts, je dirais, depuis la fin des années 90 pour essayer d'équilibrer ça. Mais il semblerait qu'en tout cas, sur tout ce qui est cohorte, il y ait souvent, et d'ailleurs, ça vaut pour les biais de genre, mais ça vaut pour tout un tas d'autres biais. On voit souvent qu'il n'y a pas une parfaite représentation et un parfait équilibrage qui est fait. Les sujets de diagnostic aussi sont importants, et dans les entretiens que j'ai eus, c'était vraiment un des sujets qui revenait souvent. On voit assez régulièrement que en fait, l'interprétation des symptômes, elle est influencée en fait par ces préjugés, et notamment par des préjugés de genre. Et dans un certain nombre d'études que j'ai trouvées, et puis dans des échanges que j'ai pu avoir aussi, ce qu'on remarque, c'est que les professionnels de santé, ils vont souvent se concentrer un peu plus sur les émotions qui peuvent être exprimées par les femmes, parce qu'ils se disent que voilà, c'est plus représentatif, et se concentrer plus sur à la fois du diagnostic scientifique et de l'examen corporel des hommes. Donc ça, évidemment, ça crée un biais important, et c'est lié au biais qu'on a nous-mêmes, en fait. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a certaines pathologies qui ont des expressions très différentes, en fait, entre les hommes et les femmes. Et à nouveau, c'est assez peu documenté. Donc du coup, c'est vrai que c'est un biais très important dans notre système de santé. Notamment, alors je vous ai cité la cardio, mais par exemple sur tout ce qui va être maladie urinaire, on voit aussi que les réponses au traitement ne sont pas les mêmes. D'où l'importance de prendre en compte ces différences. Et aujourd'hui, dans notre système traditionnel, c'est assez peu le cas. Donc, ce qui sera intéressant, c'est de se dire est-ce que ça va empirer avec l'utilisation des systèmes d'IA qui se développent, ou est-ce qu'il y a une chance d'améliorer ça? Dans le rapport de l'OMS, il y avait tout ce qui était prévention, diagnostic, mais il y avait aussi toute une partie d'études sur la prise en charge aussi et les traitements. Et ce qu'on voit, c'est que, en tout cas dans beaucoup d'études, alors c'est ce qui ressortait du rapport de l'OMS, mais dans pas mal d'autres rapports aussi, on voit que dans les essais cliniques notamment, il y a une vraie surreprésentation en général des hommes. Voilà, même si c'est de plus en plus inclusif malgré tout. Et je me disais que c'était intéressant, alors je vais vous les lire parce que sinon je ne les lirai pas très bien, mais j'ai quelques témoignages que je trouvais intéressants pour éclairer un peu ces réflexions. Alors je vais commencer par un premier d'une cardiologue qui me disait il semble qu'on soigne mieux les gens qui nous ressemblent. C'est des choses qui ressortent de pas mal d'études, mais c'était aussi son constat à elle. Et notamment qu'il y a une meilleure prise en charge de la santé des femmes quand c'est une femme médecin. Voilà. Et elle disait, alors on trouve ça dans plein d'études. Dernièrement, il y avait un article de The Economist. Moi, je crois que c'était au mois d'avril dernier qui en parlait, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on trouve souvent. Et elle disait, moi, je sais que j'ai plus de facilité à être empathique avec les patients auxquels je m'identifie, donc notamment avec les femmes. Et elle se questionnait en se disant, peut-être qu'en utilisant des solutions d'IA,
ce biais finalement d'empathie pour une femme quand on va être un médecin femme ou pour un homme quand on a un médecin homme, peut-être que ça va permettre de le gommer. Alors une réflexion qu'on pourra avoir ensemble, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que l'IA n'a vraiment pas de sexe, ou est-ce que l'IA qui a été conçue par des êtres humains finalement aurait aussi ses propres biais et plus d'empathie pour certains patients. Donc je vous propose qu'on en discute, mais je trouvais que c'était intéressant d'avoir cet échange avec elle. Et puis peut-être ce qui serait intéressant, c'est maintenant maintenant qu'on a bien réfléchi à ce sujet des biais de genre dans le système de santé, de se dire qu'est-ce que ça change en fait, l'IA, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça transforme. Et du coup, moi en tout cas, une des premières choses qui m'est venue en tête, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler ou si vous vous en souvenez, mais il y a quelques années, je crois que c'était en 2017, la NHS, donc le système de santé publique anglais, travaillait avec une start-up qui s'appelle Babylon Health et qui avait conçu une application qui permettait aux citoyens anglais en fait d'avoir un premier conseil de diagnostic en fonction des symptômes qu'ils exprimaient. Donc c'était de l'auto, on décrivait des symptômes et puis on avait un conseil qui nous disait là c'est peut-être urgent, allez voir un médecin. Donc c'était vraiment du domaine du conseil. Et donc c'était basé sur une intelligence artificielle qui proposait des réponses en fonction des symptômes qui étaient soumis. Et il y avait eu un gros scandale puisque en fait, ça avait été testé notamment par une femme qui avait une petite soixantaine, je crois, qui était fumeuse et qui avait décrit des symptômes, d'essoufflement, d'oppression. Et en fait, l'application lui avait dit que c'était probablement soit une grosse dépression, soit une crise de panique. Et peu de temps après, en fait, un homme avec exactement les mêmes symptômes et les mêmes antécédents qu'il avait décrits, en fait, lui, on lui avait dit c'est peut-être une crise cardiaque et donc on l'avait orienté différemment. Et du coup, ça avait vraiment... d'ailleurs, il y a eu un gel de l'utilisation de cette application et ça avait beaucoup remis en question l'utilisation de l'IA en se disant mais c'est vraiment finalement assez peu fiable et voilà. Sans se dire que finalement, peut-être qu'un médecin humain aurait aussi eu les mêmes biais. Mais en tout cas, à l'époque, le sujet, c'était vraiment de questionner l'IA. Et d'ailleurs, moi, c'est un de mes sujets de confiance, c'est de se dire que quand on utilise de l'intelligence artificielle, contrairement à quand on a un échange quand on a un professionnel de santé, on est entre êtres humains, on est entre personnes, on se fait plus ou moins confiance, mais globalement on se fait confiance. Quand on utilise une solution d'intelligence artificielle pour des décisions aussi importantes que la santé, on n'a pas trop confiance en fait. Qui qu'on soit, même nous par exemple qui travaillons en permanence sur des sujets d'IA, on se méfie de tout en se disant est-ce que vraiment c'est quoi l'intervalle de confiance, est-ce qu'il n'y a pas des biais, est-ce que c'est pas des mauvaises données qui ont été entrées au départ et donc forcément ce qui va ressortir va pas du tout être fiable. On le dit toujours quand on fait rentrer garbage in, garbage out, quand on fait rentrer des données poubelles dans un modèle, forcément ce qu'on va avoir va pas être bon. Et je trouve que ce manque de confiance dans les solutions technologiques, et notamment dans l'IA, pour moi, c'est une chance de remettre en question ce qu'on fait. Parce que quand on fait appel à un expert, à une personne, évidemment, on se dit toujours, je vais peut-être prendre un deuxième avis, voire un troisième avis, mais on ne se questionne pas complètement sur tout. On ne se dit pas, est-ce qu'il a bien fait, est-ce que son système éducatif était le bon, est-ce qu'il a appris les bonnes choses. On se dit juste, est-ce qu'il est compétent, mais on ne remet pas tout en cause. Quand on fait appel à une solution d'intelligence artificielle, on remet beaucoup de choses en cause. Et souvent, on essaye d'avoir quelque chose de parfait. Et donc, on se pose des questions qu'on ne se pose plus, nous. Typiquement, quels sont les biais d'un médecin, par exemple, ou d'un professionnel de santé? On se les pose beaucoup moins, alors qu'avec une IA, on se repose ces questions. Et pour moi, ça, c'est un gros facteur en tout cas, d'espérance dans l'apport des solutions d'intelligence artificielle.
Peut-être une chose intéressante aussi, ce rapport de l'UNESCO que je citais en introduction, il est intéressant, je vous conseille de le regarder pour ceux qui peuvent. Il s'appelle Challenging Systematic Prejudices, an investigation into bias against women and girls in large language models. Donc c'est un rapport récent, et en fait les équipes de l'UNESCO, donc la division qui s'occupe de tout ce qui va être nouvelles technologies et intelligence artificielle, a testé en fait différentes solutions de LLM, donc de large language models, et pour voir s'il y avait des biais en fait alors c'était pas spécifiquement santé, mais c'était déjà pour voir quels étaient les biais de genre en fait dans les modèles. Et donc ils ont testé GPT-2, ChatGPT d'OpenAI et Llama 2 de Meta. Alors c'est vrai que chaque jour, on a des nouveaux modèles qui sortent. Donc, effectivement, il y a forcément une amélioration, une attention qui est portée à ces sujets. Mais, par exemple, sur Llama 2, ce qui était intéressant, c'était qu'il y avait 20% du contenu qui était généré, qui était sexiste et misogyne. Donc, voilà. Donc, on se dit, si c'est ça qui est utilisé, même si c'est un peu customisé pour faire des recommandations dans le domaine de la santé, effectivement, ça peut inquiéter. D'ailleurs, dans les échanges qui étaient dits précédemment, il y avait toute cette réflexion aussi sur potentiellement, de façon volontaire ou non volontaire, donc qu'on soit sur plutôt de la volonté des informations ou qu'involontairement, on crée des modèles qui aient des biais sexistes. C'est un vrai sujet. Quand on voit cette analyse très récente, effectivement, ça mérite de se questionner. Et donc, ce qui est important à regarder et ce qui a été regardé dans ce rapport de l'UNESCO, c'est plusieurs choses. C'est déjà le problème des données, qui est un sujet en fait que... Attendez, excusez-moi, non, ça va. Je suis désolée, je crois. J'ai voulu mettre ma minuterie pour voir là, mais du coup, elle me fait des notifications. Oui, ce qui est important dans ce rapport, c'est déjà, il y a un focus qui est fait sur les données, puisqu'on sait que souvent, finalement, le biais des solutions d'IA, il est lié dès le départ, en fait, aux données qui ont servi à l'entraînement des modèles, qui sont elles-mêmes biaisées. Et donc, c'est rarement, enfin en tout cas si c'est pas corrigé, effectivement ça va être un modèle qui va reprendre ses biais, voire même les accentuer un petit peu selon comme le modèle est construit ou entraîné. Et ce que je disais en introduction, c'est que finalement on a assez peu de données qui sont des données taguées et associées à un sexe, en fait. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Donc on a énormément de données de santé, mais des données où on a le tag pour pouvoir différencier, il n'y en a pas tant que ça, parce que finalement, se questionner sur le biais de genre, c'était pas une grosse problématique. Donc on a assez peu de données d'entraînement. Et par ailleurs, quand on se dit que dans certaines cohortes, on a aussi une moins grande représentation, notamment de femmes, on se dit que c'est pas des données de très bonne qualité pour entraîner des modèles. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, moi, ça m'a amené à une réflexion qui est que, en fait, on met beaucoup l'accent ces dernières années sur la médecine personnalisée. Et d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement important. Mais finalement, quand on parle de médecine personnalisée, on pense à apporter le bon traitement à chaque individu, mais ça a été assez peu adressé sous l'angle du genre. Ça a été plus la personnalisation par personne, mais la façon dont c'est conçu, on ne s'est pas dit il faut qu'on commence à collecter beaucoup de données aussi spécifiquement en ayant un tag féminin pour pouvoir personnaliser la médecine. Et du coup, si on veut pouvoir le faire, et de la même façon, si on veut pouvoir entraîner des algorithmes sans qu'il y ait trop de biais, ça nécessitera de collecter les données qui vont bien, en fait. Ce qu'aujourd'hui, on fait assez peu. Le deuxième sujet après la sélection des données, c'est aussi la sélection des algorithmes. Et donc ce qu'on sait, c'est, il y a des bibliothèques d'algorithmes qui existent. Il y a beaucoup d'algorithmes qui sont disponibles en open source. Il y a des bibliothèques d'algorithmes payants. Et puis après, il y a des algorithmes qui sont aussi développés par les organisations elles-mêmes. Mais c'est pareil.
ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre d'algorithmes qui ont été entraînés avec des biais et qui ont eux-mêmes des biais. Alors pas dans la santé, mais il y a quelques années, il y avait eu un gros scandale avec Amazon qui utilisait un algorithme pour recruter, et l'algorithme ayant été entraîné sur la population des équipes d'Amazon avait décidé que finalement les meilleurs profils pour être par exemple data scientist ou sur des métiers tech, c'était les hommes, mais c'est normal parce que c'est principalement eux qui étaient représentés. Donc c'était absolument pas volontaire en l'occurrence, mais du coup ça a recréé un biais de situation en fait, qui permettait de dire, par exemple, peut-être qui maintenant permettrait de dire que les meilleurs médecins sont des femmes, puisqu'on commence à avoir une grande féminisation des femmes dans cette profession, mais c'est pareil, ce serait totalement un biais si les données n'étaient pas un peu corrigées. Voilà. Il y a des biais de déploiement aussi, c'est-à-dire que quand on a entraîné un algorithme dans un certain contexte, si on change le contexte, et donc si par exemple on n'avait pas pris en compte les spécificités, les biais de genre, quand on l'utilise dans un autre contexte, forcément ça fonctionnera mal et on aura des hallucinations qui sont donc en fait des erreurs qui sont générées par exemple par les systèmes d'IA génératifs. Voilà. Peut-être que je vais vous donner quelques bonnes... Il me reste combien de temps ? Il me reste 1 minute. Bon, je vais accélérer alors. Peut-être quelques bonnes pratiques. Du coup, je vais faire vite et puis je vous garderai 1 ou 2 témoignages. Quand on met en place un projet d'intelligence artificielle, finalement, ce qui est important, c'est d'avoir une équipe très inclusive, en fait, dès le départ, et pas nécessairement des experts. Hein. Et d'ailleurs, inclusive, ça veut dire aussi des non-experts d'intelligence artificielle. Donc, c'est une inclusion du métier, mais c'est aussi une inclusion des genres. Nous, par exemple, on a des autistes Asperger qui travaillent dans les équipes sur les sujets d'IA. C'est génial. C'est pas toujours facile à intégrer dans une équipe. Il faut savoir comment le faire, mais quand ils sont là, ils ont un regard différent. De la même façon, avoir plus de femmes dans une équipe qui va développer des solutions d'IA, c'est vraiment une bonne pratique. La gouvernance aussi, elle a été pensée pour une utilisation des données qui n'était pas celle qui est faite avec l'IA. Donc c'est important de repenser la gouvernance qui est mise en place dans les organisations, le fait d'inclure aussi tout le monde. Donc nous, on préconise que l'ensemble des parties prenantes ait au moins une bonne compréhension des sujets. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'IA, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment ça fonctionne, pour avoir un avis en fait sur la façon dont c'est utilisé dans leur organisation. C'est quelque chose d'important en France. D'ailleurs, il y a des syndicats qui s'emparent du sujet pour se dire on va donner des outils aux représentants du personnel pour qu'ils puissent avoir un avis sur l'utilisation de l'IA qui est faite. Dans le système de santé, c'est pareil. Il faut que l'ensemble des parties prenantes soient vraiment associées à ça. Comme il me reste plus beaucoup de temps, je vais il reste 20 secondes. Il reste 20 secondes. Bon, alors peut-être un témoignage un témoignage et puis je ferai ma phrase de conclusion. Que j'ai trouvé assez intéressant. Là, pour le coup, c'est un urologue qui l'a fait et qui disait la grande force de ChatGPT, donc il parlait de l'IA générative, c'est la génération d'hypothèses. Donc effectivement, ça a une capacité à générer beaucoup d'hypothèses de diagnostic. Et il disait, j'ai un patient greffé rénal qui vient pour des douleurs abdominales, donc il expliquait tout son cheminement. Et il disait finalement, c'est intéressant parce que ChatGPT m'a fourni plein de possibilités de diagnostic plus ou moins sérieuses, mais il disait au pire ça me fera faire un test de trop, mais en tout cas c'est intéressant. Et quand notamment on n'a pas une expertise suffisamment pointue sur un sujet, c'est rassurant. Et il disait des fois quand on est tout seul en fait et qu'on se questionne si on a fait le bon diagnostic, c'est un partenaire qui peut être intéressant en fait, et ça peut permettre un ping-pong qui est pas inutile. Voilà. Et peut-être pour conclure, 8 secondes. Ce que je me disais, c'est que en fait, on a vraiment besoin d'être entendu dans la santé. C'est quelque chose d'important. Alors, on voit que les solutions d'IA, finalement, quand on fait des études, elles sont plutôt empathiques. Elles répondent plutôt bien. Et quand on pose la question aux gens, ils ont le sentiment d'avoir été écoutés.
Donc on se dit, bon, bah voilà, on y est. Sauf que quand on fait une deuxième étude un peu plus approfondie, on se rend compte que même s'il y a tout ça, les gens ont quand même plus l'impression d'être écoutés quand ils parlent à une personne. Donc il y a ce vrai dilemme en fait de comment on utilise l'IA, parce que c'est un outil qui permet de fiabiliser un certain nombre de choses, qui permet une première écoute, et en même temps comment on s'assure que on garde finalement cette écoute humaine dont on voit qu'elle reste extrêmement importante. Merci beaucoup Isabelle et Lali. Et merci de nous rappeler qu'on reste des humains aussi avant tout malgré l'IA.